Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. Le feu n'est pas éteint, mais il a baissé en intensité aux portes de Marseille, la deuxième ville de France où des habitants ont dû être déconfinés pendant plusieurs heures avant d'être libérés ce matin. Le trafic aérien et ferroviaire reprend peu à peu. Sur place, le ministre de l'Intérieur évoquait un été à haut risque hier soir après un mois de juin marqué par de fortes chaleurs. On écoute le maire de Marseille. Je veux d'abord dire, que évidemment le confinement est levé depuis ce matin et que les habitants du 16e arrondissement peuvent sortir de chez eux, peuvent aller travailler, ils sont donc déconfinés. Je veux aussi dire qu'ils ont été exemplaires et je veux dire merci aux Marseillaises et aux Marseillais, je suis très fier d'eux. 45 000 personnes qui ont respecté à la lettre les consignes de sécurité et justement ces Marseillais ont permis à nos pompiers, à nos marins-pompiers, à la police municipale, à la police nationale de faire leur travail dans des conditions optimales. Et vous l'avez compris, au regard de la virulence du feu, les choses n'étaient pas évidentes. Ça a été un feu extrêmement violent, extrêmement rapide, qui a tapé sur tous les fronts. Voilà, un feu qui n'est pas éteint. Le deuxième jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, après le dîner de gala, les calèches, les têtes couronnées, le président français va retrouver Londres à la mi-journée et le bureau du Premier ministre Keir Starmer au menu intelligence artificielle, défense et surtout immigration clandestine. Et c'est sur ce thème que l'on va s'arrêter aujourd'hui. Alors que les naufrages dans la Manche et la Méditerranée se succèdent, les États européens multiplient les mesures unilatérales visant à durcir leur politique migratoire. La lutte contre l'immigration, on l'a dit, est au cœur des discussions de la visite d'Emmanuel Macron en Grande-Bretagne. On attend un nouveau protocole de contrôle entre Londres et Paris. Et la Pologne qui s'est barricadée depuis le début de la semaine avec des frontières fermées avec l'Allemagne notamment. Une décision prise dans un contexte de montée de l'extrême droite en Pologne comme dans nombre de pays européens, qui dit beaucoup et du levier que le sujet migratoire représente et des coups de canif faits au projet européen d'espace commun, un espace Schengen dont on a précisément célébré cette année les 30 ans. Schengen, immigration, chacun pour soi. Question posée ce matin à mes invités, Jeannette Susse et Yves Pasquot. Bonjour à tous les deux. On sera aussi avec Caroline Dublet dans un instant qui nous attend à Berlin. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Jeannette Susse et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes chercheuse associée au comité d'études des relations franco-allemandes de l'Institut français, spécialiste de la politique migratoire allemande et européenne. Bonjour Yves Pasquot. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des politiques migratoires de l'Union européenne et senior advisor au European Policy Center. Pour lancer cette discussion, je vous propose de prendre la direction de l'Allemagne et non de la Pologne. On a beaucoup parlé, bien sûr, et on y reviendra, de cette Pologne qui, en début de semaine, a décidé de mettre pendant 30 jours cette soixantaine de points de contrôle le long des frontières allemandes et lituaniennes. Mais c'était, selon les autorités polonaises, pour mieux répondre aux décisions allemandes. On a besoin de vos éclaircissements. Caroline Dublet, bonjour. Vous êtes avec nous depuis Berlin. L'Allemagne qui a rétabli, il y a plusieurs mois déjà, les contrôles sur cette même frontière avec la Pologne pour, dit-elle, barrer la route à l'immigration illégale. Oui, tout à fait. Alors, il faut se rappeler que d'ici à Berlin, le point frontière le plus proche est à peine 80 km à la ville de Francfort-sur-Oder et sa ville jumelle de Słubice. Ces deux villes sont reliées par un pont et ont le statut de ville double européenne sans frontières. C'est dire à quel point le rétablissement des contrôles des deux côtés de la frontière marque un signal très fort de manque de coordination dans les politiques migratoires des pays européens. Concrètement, ces contrôles, ça veut dire des longues files d'attente à la frontière, un trafic routier commercial ralenti, mais aussi des moyens humains considérables pour finalement très peu de résultats, vu que depuis le début de ces contrôles, seulement 285 migrants sans papier ont été refoulés à la frontière. Mais symboliquement, c'est très fort, vu que, et ça semble fonctionner. Le nombre de demandeurs d'asile est en baisse en Allemagne pour la deuxième année consécutive. C'était moins 30% en 2024 et cette baisse continue à se confirmer. Donc cela vient surtout aussi répondre à la pression très forte du parti de la AfD, le parti d'extrême droite, qui était arrivé, je vous le rappelle, en deuxième position des dernières élections législatives, juste derrière le parti du chancelier, les chrétiens démocrates.
Un chancelier qui a donc, sur fond de montée de cette extrême droite allemande, durci son discours sur l'immigration illégale. Oui, tout à fait, depuis le début du mois de mai, et donc son arrivée au gouvernement, ainsi que celle de son ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, il a sévi sa politique migratoire et renforcé donc de façon permanente les contrôles aux frontières, en annonçant aussi renvoyer systématiquement tous les demandeurs d'asile de l'autre côté de la frontière. Ceci fait partie d'un plan d'immigration en 5 plans qu'il avait présenté lors de sa candidature, qui est mis en place, dit-il, pour alléger les villes, pour augmenter la sécurité, et il entend maintenir les contrôles en frontière jusqu'à ce que la question migratoire soit vraiment prise en charge au niveau des frontières extérieures de l'espace Schengen. La Pologne, elle, comme vous l'avez dit, qui a donc depuis lundi aussi commencé à contrôler ses frontières, annonce les maintenir jusqu'au 5 août ou bien cesser dès que l'Allemagne aura fait de même. Caroline Dubled depuis un Berlin très pluvieux. Merci beaucoup Caroline. Jeannette Susse, que s'est-il passé en 10 ans en Allemagne pour que l'on passe du Wir schaffen das de la chancelière Merkel, qui avait ouvert grand les frontières aux immigrants afghans notamment, à la situation d'aujourd'hui, ces fermetures de frontières et la réponse polonaise? Oui, bonne question. Certainement, oui, un certain désenchantement et une prise de conscience de plus en plus quant aux défis d'intégration, une surcharge aussi des capacités d'intégration au niveau local, au niveau ce qu'on appelle les communes, donc au niveau municipal. Et donc vraiment, cette sonnette d'alarme un peu venant de le niveau local, qui est accentué bien sûr par un discours de droitisation venu, vous l'avez évoqué, de l'extrême droite qui a le vent en poupe, qui fait qu'il y a une remise en cause en fait de cette politique d'accueil opérée par Angela Merkel, comme vous venez de dire, en 2015, et maintenant vraiment l'aspect ou le renforcement sur le contrôle de l'immigration clandestine, sous toile de fond en fait d'un manque de travailleurs qualifiés en Allemagne. L'Allemagne a besoin de 400 000 travailleurs qualifiés par an. Paradoxalement, ce que ce vieux continent, Yves Pasqua, qui effectivement a besoin de main-d'œuvre dans une Europe vieillissante et un discours anti-immigration qui va progressant? Tout a été dit, ou presque, par votre correspondante à Berlin et par Jeannette. C'est-à-dire que Schengen et la politique migratoire, ce sont des questions de symbole, des questions donc politiques et des questions juridiques. Le symbole est là, le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Est-il effectif ou pas? Peu importe. On voit bien que les contrôles sont opérés aujourd'hui sur la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Combien de temps ils vont durer? Probablement pas si longtemps que ça. Il y a un affichage symbolique et donc une prise de position politique vis-à-vis d'un électorat et vis-à-vis d'un État membre voisin avec lequel on a envie d'instituer un bras de fer. Le politique, il est là, et le juridique, c'est la réalité du droit de cet espace Schengen, dont le principe est extrêmement simple, c'est lever les contrôles aux frontières intérieures et renforcer les contrôles aux frontières extérieures. La réalité de cette simplicité, c'est un ensemble de règles extrêmement complexes qui ne permettent pas aux États membres de faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'on voit aujourd'hui, notamment le renvoi par l'Allemagne des demandeurs d'asile immédiatement, ça pourrait se faire, mais dans le cadre d'un accord de réadmission bilatéral qui n'existe pas aujourd'hui. Donc l'Allemagne ne respecte pas le droit européen aujourd'hui? C'est toute la question. Hein. Alors, les États membres de l'Union européenne, l'Allemagne, la France et d'autres, ne respectent plus les règles de Schengen depuis 10 ans déjà. La France a rétabli les contrôles aux frontières intérieures, notamment à toutes ses frontières, pour des raisons de menaces terroristes, ce qui est véritable, puisque la réalité de la menace terroriste dans ce pays existe. Reste que les rétablissements des contrôles depuis 2015 aujourd'hui, sans discontinuer, posent en fait un problème de légalité vis-à-vis des règles de Schengen. Il appartient aujourd'hui, notamment à la Commission européenne, de venir mettre son nez ou ses mains dans ces affaires-là et rappeler aux États les obligations qui sont les leurs. Or, elle ne le fait pas compte tenu de la sensibilité politique de la question.
Et de fait, politiquement et symboliquement, les États rétablissent ou notifient des rétablissements de contrôle aux frontières dont on sait en réalité qu'ils ne sont pas ou peu observés. Si vous prenez votre voiture aujourd'hui de Paris à Bruxelles, il y a à peu près 9 chances sur 10 que vous passiez la frontière franco-belge sans qu'aucun contrôle soit réalisé. Il y a 8 chances sur 10 que vous passiez à la gare de Bruxelles-Midi, que vous descendiez de votre Eurostar sans être contrôlé. En revanche, il y a peut-être 10 chances sur 10 que vous soyez contrôlé à l'aéroport de Zaventem, parce que c'est facile de contrôler dans un aéroport 300 personnes qui descendent, qu'on met dans une salle commune et dont on contrôle les passeports. Donc l'affichage politique ne correspond pas à la réalité du terrain ? C'est ce que disait d'ailleurs un rapport de la Commission européenne il y a quelques mois de ça, qui évaluait effectivement le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures sur certaines frontières intérieures et disait que oui, les frontières sont rétablies, mais pas de manière permanente, parce qu'en plus, il y a d'autres types de mesures qui peuvent être réalisées dans la zone frontalière. Donc tout ça relève en réalité d'une question d'ordre politique, parce que l'espace Schengen en tant que tel et les contrôles exercés aux frontières extérieures n'ont probablement jamais été aussi importants et aussi efficaces. Alors l'espace Schengen, justement, avant d'aller plus loin pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, c'est un espace qui a 30 ans, basé sur un vieux rêve européen. C'est Sophie Samaï qui nous en rappelle les contours, le projet et les coups de canif, donc mis à répétition depuis plusieurs années. Maintenant, on se retrouve juste après. C'est l'histoire d'un idéal, celui d'un continent sans frontières, d'un espace de liberté. Celle de l'espace Schengen créé il y a tout juste 40 ans pour permettre la libre circulation des biens et des personnes entre les pays membres. En 2025, ils sont au nombre de 29, dont 25 intégrés à l'Union européenne. Sur le papier, pas besoin de montrer sa carte d'identité ni de déclarer ses possessions aux douanes comme autrefois. Les frontières ne se matérialisent plus d'ailleurs que par un simple panneau indiquant le changement de pays. Mais depuis quelque temps, certains États rétablissent les contrôles avec pour objectif premier de lutter contre l'immigration illégale. Cette année, 11 pays ont déjà rétabli les contrôles à leurs frontières selon la Commission européenne. Et depuis le 7 juillet, c'est la Pologne qui se referme en réponse à la même décision de son voisin allemand, lui qui avait déjà réinstauré des vérifications à ses frontières pendant 6 mois en 2024. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand il y avait les contrôles fréquents à la frontière, voilà. Mais c'est une bonne chose, je trouve que c'est bien. Pourquoi ? À cause de tous les problèmes qu'on a d'immigration, tout ça. C'est pareil qu'en France, ils devraient faire pareil. Ils ont totalement raison. En principe, de tels contrôles aux frontières intérieures sont interdits au sein de l'espace Schengen. Mais en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité, ils sont pourtant possibles pour une durée de 6 mois après en avoir informé la Commission européenne et les autres États membres. Depuis mai 2024, une réforme du Code frontière de Schengen permet une prolongation de ces contrôles temporaires pour une durée maximale n'excédant pas 2 ans. Une demande de longue date que beaucoup réclamaient depuis le début de la crise migratoire en 2015. En 2019, par exemple, Emmanuel Macron lui-même estimait qu'il fallait réformer les frontières extérieures et intérieures et appliquer les mêmes règles pour tous les pays membres en matière d'accueil des immigrés. La période de pandémie liée au Covid-19 a également mis à mal l'espace Schengen. Beaucoup d'États membres avaient alors rétabli les contrôles pour des motifs sanitaires à leurs frontières. Jeannette Suisse, Yves Pasqua disait à l'instant qu'en fait la question des résultats avait assez peu d'importance. Je comprends que vous le dites, peu d'importance par rapport au discours politique, mais la question est quand même importante. Y a-t-il un réel effet entre le fait de rétablir des contrôles à des frontières intérieures et des résultats dans la baisse de l'immigration illégale, très concrètement? C'est effectivement toute la question, parce qu'il y a toujours des facteurs multiples en fait qui déterminent que des gens se mettent en route ou non. Donc on a aussi un changement de donne en fait sur le plan géopolitique avec la Syrie, par exemple, qui était vraiment l'un des pays les plus importants en termes d'émigration vers l'Allemagne. On a une situation différente aussi en Afghanistan, et donc il faut quand même voir aussi qui sont les gens qui se déplacent vers l'Allemagne. Donc ça entre en jeu également. On ne peut pas non plus seulement le réduire à ces renforcements de contrôle. Toujours est-il que les chiffres dont moi je dispose, c'est dans les 53 000 refoulements en fait qui ont été effectués depuis octobre
octobre 2023. Donc il faut bien rappeler en fait que c'est pas sous le gouvernement actuel de Friedrich Merz que le renforcement des contrôles de la frontière ont été opérés. Ça a déjà été fait sous le gouvernement précédent avec en plus une ministre de l'Intérieur provenant du camp des sociodémocrates. Donc ça fait quand même aussi unanimement, c'est un consensus en fait. Toujours est-il que maintenant en fait ce qui a changé un peu la donne, et c'est ça aussi ce qui a agacé notamment la Pologne, c'est la pratique des refoulements. Donc qui est des contrôles renforcés à la frontière, ça c'est une chose, mais normalement selon le droit européen en fait, un pays membre qui voit un demandeur d'asile a le droit en fait d'examiner cette demande en fait. Donc c'est toute la question en fait, est-ce que c'est la pratique du refoulement qui est acceptable ou non? L'Allemagne se réfère à l'article 72 du traité du fonctionnement de l'Union européenne en disant voilà, il s'agit d'un problème de troublement de l'ordre public, mais tout est relatif. Vous avez parlé dans votre reportage de 6 mois qui peuvent être élargis à 2 ans, voire 3 ans. À partir de quand est-ce que c'est une menace pour l'ordre public? Il y a clairement aussi cet affichage politique derrière. Avec un lien fait entre insécurité et immigration clandestine. Tout à fait, quand on voit les chiffres qui sont plutôt autour de 250 000 en fait, pour l'Allemagne, donc un refoulement de 50 000 sur plusieurs années, c'est très peu. Et on sait aussi que le taux de réadmission, ça c'est un autre sujet, est très faible. Donc c'est une chose de contrôler les frontières, mais qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces gens? Ça c'est une autre. L'espace Schengen, on l'a rappelé, la libre circulation des biens et des personnes. Une fois entré dans l'Union, théoriquement, on peut donc s'y déplacer sans contrôle terrestre, mais il y a aussi effectivement le règlement de Dublin qui oblige les pays membres, vous parliez de droit, je crois que c'est plutôt un devoir, qui oblige les pays membres à accepter ou du moins traiter la demande d'asile d'un migrant dans le premier pays dans lequel il arrive. Et ce que disent beaucoup de pays membres de l'Union, c'est que la charge n'est pas communément portée. Est-ce que là, il y a un peu la racine du mal aussi ? Je pense qu'une des grandes difficultés que l'on a rencontrées, notamment en 2015-2016, c'était le dysfonctionnement du règlement de Dublin. Schématiquement, Dublin, c'est un système qui, en théorie, est assez vertueux. Parce que dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, les personnes peuvent circuler sans être contrôlées par principe. Et donc, le règlement de Dublin avait pour objectif de s'assurer que un État membre et un seul soit responsable de l'examen de la demande d'asile. Si la personne rentre en Italie, déposer une demande d'asile, puis passer en Allemagne, déposer une demande d'asile, arriver en France, il y avait des situations dans lesquelles les États disaient c'est pas ma responsabilité, c'est l'Allemagne d'un côté, c'est l'Italie de l'autre, c'est la France. Et le règlement de Dublin a cette vertu théorique qui est de dire on va établir des règles qui permettront de désigner un seul État membre qui sera responsable de l'examen de cette demande d'asile, ce qui évitera, comme on le disait à l'époque, d'avoir des demandeurs d'asile en orbite, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à accéder à leur demande d'asile, et puis comme ça, ils vont pouvoir avoir leur demande traitée. Ça, c'est le plan théorique et c'est l'objectif. La problématique s'est mise en place au moment de la mise en œuvre, parce qu'on a défini des critères qui permettent de désigner un État comme étant responsable d'une demande d'asile. Et le critère le plus dominant, c'est l'État qui a pris la part la plus importante dans l'entrée régulière ou irrégulière de la personne. Et on se rend compte que quand les personnes arrivent de manière dites irrégulières parce qu'elles ont accédé à l'espace européen par la Grèce, par l'Espagne ou par l'Italie, eh bien lorsqu'on regarde la liste des critères, on finit quasiment systématiquement sur ce critère-là, et donc la responsabilité pèse de manière importante sur les pays qui sont situés à la périphérie de l'espace européen. Et c'est de là que vient le déséquilibre, et ce déséquilibre-là, il a mené à une mauvaise application des règles. Mais ça, c'était connu depuis longtemps. Ça fait depuis 2000 que je travaille sur ces questions-là de manière régulière. Et on lisait de manière régulière des rapports de la Commission européenne qui expliquaient qu'effectivement, certains États membres n'appliquent pas tout à fait correctement Dublin, mais que tout ceci va se travailler et qu'on arrivera à une application correcte. Le fait est qu'on n'y est jamais parvenu. Et la situation en Allemagne aujourd'hui est quand même assez significative. Et il y a 2 ères. Il y a l'ère Merkel et l'ère Merz. L'ère Merkel, c'est que Angela Merkel, en 2015, elle a refusé d'appliquer le règlement de Dublin, mais pour accueillir les Syriens. Elle a dit « je n'applique pas Dublin », c'est-à-dire que tous les Syriens qui arrivent en Allemagne auront leur demande d'asile qui sera traitée. D'où le nombre relativement, si ce n'est très important, de réfugiés syriens qui sont arrivés en Allemagne.
Merz, aujourd'hui, dit l'inverse. Il dit « Je n'applique pas le règlement du Dublin ». Un demandeur d'asile qui arrive de la Pologne vers l'Allemagne... Tu le renvoies vers la Pologne ? Oui, mais normalement, l'Allemagne doit examiner son cas en disant « Monsieur ou madame, vous avez déjà déposé une demande d'asile en Pologne ou vous êtes passé par la Pologne en application du règlement du Dublin. Je dois introduire une procédure de transfert pour faire repartir en Pologne. » Merz dit « Non, moi je n'applique plus et je renvoie immédiatement. » Et on voit bien là deux époques différentes qui sont en fait en miroir. Une époque où Angela Merkel dit « Je n'applique plus Dublin, mais pour mieux accueillir », et une époque aujourd'hui où Friedrich Merz dit « Je n'applique plus Dublin pour mieux refouler ». Et pourtant, la pression migratoire est moins forte qu'en 2015 ? Beaucoup moins forte. Juste un petit rajout sur ça. Pourquoi il dit qu'il ne veut plus appliquer ce droit ? Parce qu'en fait, de facto, ce qui se passait, c'est que l'Allemagne avait examiné ses demandes d'asile et ça prenait beaucoup trop de longtemps. Et ayant dépassé un certain seuil de temps, je pensais 6 mois, l'Allemagne devrait donc finalement accueillir sur le mi-long terme ces gens-là. Donc on ne pouvait plus, entre guillemets, se débarrasser de ces demandeurs d'asile. Et c'est sur ce fait-là que le gouvernement fait prévaloir que ce droit ne fonctionne pas. Donc c'est toute la difficulté là-dedans aussi, c'est vraiment les délais et donc comment accélérer les procédures. Maintenant, l'Allemagne a créé 2 centres pour les Dublinés à Hambourg et à Eisenhüttenstadt dans le Brandebourg, mais pour l'instant, on n'a que 16 cas Dublinés, donc ça reste très ces expressions étant toujours un peu terribles, les Dublinés. Oui, là-dessus ? Non, je disais que, en fait, on se rend compte que c'est la difficulté de l'administration allemande elle-même à traiter les situations qui renvoie à une violation du droit de l'Union européenne. Le pacte européen sur la migration et l'asile, me semble-t-il, encore une fois, un serpent de mer, était censé précisément tenter de mieux répartir la charge entre les pays européens. Où en est-on ? Ça fait quand même longtemps qu'on en parle ? Oui, il va être mis en application seulement en été 2026. Donc déjà, on est dans une phase un peu transitoire. 10 ans de négociation, je crois. 10 ans de négociation suite à la soi-disant crise migratoire de 2015. Après, il y avait plusieurs pays, notamment la Hongrie, la Pologne, qui ne voulaient pas accepter cette idée de la répartition équitable entre les États membres. Finalement, on a trouvé une solution un tout petit peu plus flexible, donc une solidarité flexible, c'est-à-dire que soit un État membre se déclare prêt à accueillir selon donc une certaine clé de distribution en fonction de différents critères, le PIB, la taille dans le pays, ainsi de suite, d'accueillir donc les personnes sur son sol, soit ça peut être aussi à travers des contributions financières ou matérielles. Mais la Pologne, par exemple, même sous Donald Tusk, qui est, je pense on peut le dire plutôt en dirigeant pro-européen, a déjà refusé de mettre en application ce pacte. Et aussi une deuxième grande pompe de discorde que je vois se profiler à l'avenir, c'est encore la fameuse question des cas dublinés, parce que le système de Dublin ne va pas être remis en cause profondément. Il y a des réformes, mais est-ce que c'est pas une réformette en fait des critères d'éligibilité, par exemple si quelqu'un a déjà des membres de la famille dans un autre pays membre, par exemple je sais pas en Espagne, ça pourrait être pris en compte, mais toujours est-il que cette idée de la première arrivée reste. Après, il va y avoir des centres d'accueil qui devraient être homogénéisés. Il y a une directive de screening, donc de filtrage qui devrait être mise en place, mais j'ai eu des grands doutes qu'en termes, parce que vous avez parlé de capacité de l'administration allemande, la même chose se pose tout à fait pour les capacités d'administration à l'échelle européenne. Donc, on va mettre en place des centres européens aux frontières et donc on crée en fait la fiction d'une non-entrée, comme on fait dans les aéroports internationaux. Donc oui, théoriquement, physiquement, on est en Grèce ou en Italie, mais en fait, comme si on ne l'était pas. On crée la fiction de la non-entrée, Yves Pascoe. Ah oui, c'est ce qu'il y a dans le texte, en fait. Le fameux règlement filtrage dit que vous êtes rentré dans l'Union européenne, mais que vous n'y êtes pas. Et donc, la réalité, c'est voilà, c'est ce pacte, en fait, sur l'asile et l'immigration, à mon avis, mais ça n'engage que moi, ne réglera pas beaucoup de choses. Sur la question de Dublin, qui est vraiment une question qui est essentielle dans le fonctionnement de Schengen, la présidente de la Commission européenne avait dit Dublin est mort. Pas du tout, Dublin est mort sur le papier. Le nouveau règlement, dont je vous garderai bien du nom parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais le nouveau règlement reprend le fonctionnement de Dublin et le rétablit avec 2 ou 3 aménagements en disant qu'il est plus souple parce que la notion de membre de la famille est élargie, parce que si la personne a réalisé une partie de ses études dans un État membre, celui-ci peut être responsable de l'examen de la demande d'asile. Mais la réalité, c'est que derrière tout ça, on a une situation globale et une focale qui est que
je vais le dire de manière un peu abrupte, mais et probablement que ça va en choquer certains, mais je pense que ceux qui ont gagné, c'est le groupe de Visegrad, c'est-à-dire les V4, la Pologne, la République tchèque, et les autres, qui, à partir de 2016-2017, ont mis véritablement la question migratoire aux avant-postes de la question européenne et ont mis cette question migratoire-là sous deux aspects. Un aspect véritablement de discours polarisé sur le migrant qui est grosso modo la source de tous les problèmes de la société contemporaine et d'un autre côté sur la question sécuritaire. Comment est-ce qu'on limite, comment est-ce qu'on stoppe, comment est-ce qu'on endigue la migration ? Et plutôt que de penser cette question-là de manière relativement apaisée, parce que je pense qu'on le peut, eh bien, plutôt que de la penser sur le long terme, plutôt que de la penser en termes de démographie, l'Union européenne rentre dans un univers démographique. Vous le disiez, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de personnes. Le pourtour immédiat de l'Union européenne a considérablement changé les 15 dernières années et c'est totalement embrasé. Donc on a des personnes qui fuient des persécutions, qui fuient des conflits armés. Et la réalité, c'est plutôt que de poser cette question-là sur le long terme, on a continué à la traiter sous un aspect grosso modo ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait dans le court terme ? Dans le court terme et surtout sur une approche sécuritaire. Comment est-ce qu'on renforce la frontière extérieure et comment est-ce qu'on rétablit les contrôles aux frontières intérieures ? Comment est-ce qu'on arrive à observer des mécanismes de contrôle de plus en plus importants sur les personnes ? Comment est-ce qu'on empêche en fait les personnes de circuler plutôt que de basculer sous une autre logique qui était finalement la logique qui avait été posée par le chef d'État et de gouvernement européen en 1999 à Tampere, au moment où l'Union européenne devient compétente pour agir dans le domaine de l'asile et de l'immigration. Les 15 chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Tampere en Finlande et posent ce qu'on appelle les jalons, des orientations relativement claires autour desquelles le droit absolu de demander l'asile doit être respecté, autour desquelles les questions de circulation, de migration légale et de contrôle sont traitées dans une logique véritablement cohérente. Cette logique-là n'existe plus et aujourd'hui, on n'a plus qu'une logique qui est celle du contrôle des espaces et des personnes. 25 ans après la réunion dont vous parliez à l'instant, la situation est celle qu'on évoquait depuis tout à l'heure. Alors les Européens font quand même des choses ensemble. Ils passent notamment des accords avec des pays dits tiers. Je pense à la Libye, bien sûr, dont on connaît le non-respect de l'état de droit et de l'intégrité des personnes. Je pense aussi à la Turquie. Ça coûte des dizaines de milliards d'euros chaque année aux Européens pour faire gros, demander à ces pays de maintenir chez eux des migrants, des personnes en situation de migration qui souhaiteraient entrer dans l'Union européenne. Il y a la question du respect des droits de l'homme et encore une fois la question de l'efficacité. Tout à fait. Il y a plusieurs leviers en fait dont on discute actuellement. L'Allemagne aimerait bien, ou est même en train en fait, à travers un projet de loi en fait, de déclarer certains États comme des États sûrs, notamment le Maroc, l'Algérie, l'Inde ou la Tunisie. Et en fait, c'est un des leviers principaux pour remédier à ces problématiques. Mais toujours est-il que justement, il faudrait que ces pays réadmettent leurs ressortissants. Et c'est toute la question. Donc, c'est à travers seulement des accords bilatéraux ou multilatéraux que ça va se faire. Là aussi, c'est toujours un peu la question épineuse à quel point c'est mieux que ce soit la Commission européenne, en fait, qui négocie ou un État membre bilatéral. On a bien vu, par exemple, avec le Maroc, que ça faisait des décennies, en fait, de négociations entre le Maroc et l'Espagne, très, très compliqué. Et entre-temps, c'était la Commission européenne qui voulait donc remédier à ça. Finalement, ça, c'est toujours pas fait. Donc, c'est vraiment très compliqué de convaincre ces pays. Là, il y a eu une réunion ce matin même à l'Assemblée parlementaire franco-allemande, en fait, entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et son homologue allemand, Alexander Dobrindt, qui disait donc que le retour, la question du retour, et une directive de retour qui faisait aussi partie donc, de ces âpres négociations du pacte asile-immigration, c'est vraiment sur ça qu'il voudrait miser, et tout l'aspect de l'externalisation. Mais même si c'est écrit dans le pacte asile-immigration, l'Union européenne ne peut pas faire cavalier seul. Elle a besoin justement de ces partenariats, et c'est notamment donc, la Libye et l'Albanie qui font un peu objet de modèle, mais c'est très critiqué, notamment bien sûr par l'opposition en Allemagne actuellement, par les Verts, qui voient des dérogations de droits de l'homme et la question de contrôle en fait lors de l'examen de l'asile. Qu'est-ce que cette habitude maintenant qu'ont les Européens de déléguer ces questions, une partie de la question à des pays
qui sont critiquées. Alors, à la Turquie, il y a eu des enquêtes récemment évoquant ce qui arrive à ces personnes qui sont centralisées en Turquie. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit des Européens ? Ça dit que les Européens aujourd'hui n'arrivent pas à dépasser leur focalisation sur l'idée que la migration, parce que ça c'est un discours d'extrême droite qui a véritablement fait tache d'huile depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui on est arrivé à la situation où finalement tous les problèmes de nos sociétés contemporaines sont dus aux migrants. Sachant, pardon, je fais une parenthèse, mais que dans le terme migration, la part que peuvent représenter les demandeurs d'asile dans l'ensemble de la migration sur le continent européen est infime. Elle est pas résiduaire, mais en tous les cas, elle n'est pas aussi importante parce que si vous prenez l'espace Schengen, puisqu'on parlait de l'espace Schengen, c'est 500 millions d'entrées dans l'espace Schengen par an, que vous soyez détenteur d'un visa ou pas. La réalité, c'est qu'on vit dans un espace ouvert. Donc aujourd'hui, si on veut essayer de gérer la question migratoire, plutôt que d'essayer de reporter un problème européen sur des pays tiers, pour lesquels finalement l'immigration n'est peut-être pas un problème, mais plutôt une solution d'ailleurs, plutôt que d'essayer de traiter avec des États dont les standards en matière de droits de l'homme sont bien éloignés de ceux que l'on a en Europe. Je pense à la Libye, à la Turquie, mais on peut rajouter l'Égypte, la Tunisie, etc., etc. Comment est-ce qu'on s'attache à poser une politique? Et en disant ça, je ne dis pas qu'il faut être des frontières ouvertes, parce que la réalité, c'est que les citoyens européens demandent, de manière tout à fait légitime, à ce que l'espace européen soit protégé de la même manière que leur espace national. Mais la question de la politique migratoire, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on traite des situations de personnes qui arrivent sur le territoire européen et dont certaines sont légitimes et ont le droit de résider sur le territoire européen, soit qu'elles ont un droit parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont étudiantes, soit parce qu'elles ont un droit qui est reconnu par les droits fondamentaux, c'est-à-dire je suis un membre de la famille ou je demande l'asile, donc j'ai droit à une protection internationale, soit que des personnes ne soient pas autorisées à séjourner. Et donc la question est de savoir comment est-ce qu'on s'attache aussi à permettre le renvoi de ces personnes, mais comment est-ce qu'on arrive aussi à avoir des politiques, ce qu'on appelle d'immigration légale, qui permettent en fait d'avoir des respirations entre les espaces. Comment est-ce qu'on permet finalement à des personnes qui sont formées en dehors de l'Union européenne de venir travailler sur le territoire européen de manière plus facile, et comment est-ce qu'on arrive à créer des systèmes de circulation entre les espaces et entre les peuples. Et c'est pas aussi compliqué que ça. En fait, ça l'est un petit peu quand même, parce que sinon, si c'était simple, on serait pas en train de discuter de cette question-là autour de la table. Mais c'est une question de focale. Est-ce qu'on est sur une question de migration fondée sur le respect des droits fondamentaux, et donc comment est-ce qu'on gère la migration en respectant nos droits fondamentaux, ou alors comment est-ce qu'on ne gère pas la migration, c'est-à-dire qu'on focalise sur la frontière, on dit ce sont les autres qui vont traiter le problème, et tout ceci en dépit des droits fondamentaux, parce que lorsqu'on renvoie des personnes en Albanie, au Rwanda, en Turquie, en Libye, on a quand même de larges chances ou de grandes chances d'attenter soit aux droits fondamentaux, soit aux règles qu'on s'est imposées nous-mêmes. Et puis l'idée de l'Europe qui pourrait devenir une forteresse ne correspond pas à la réalité. On évoquait dans le journal de 9h les discussions qui auront lieu aujourd'hui à Londres entre Keir Starmer et Emmanuel Macron. Les traversées de la Manche ont atteint à nouveau cette année un record, et les naufrages aussi dans la Manche. Pauline Godard et Claire Pacalin se sont rendues à Calais il y a quelques jours, et elles ont demandé à ces personnes qui montent dans les bateaux qu'on voyait derrière vous à l'instant, Yves Pasco, pourquoi est-ce qu'elles prenaient la mer et risquaient leur vie. Écoutez leur réponse. Les gendarmes font des découvertes. À quelques centaines de mètres de la plage près de Calais, un campement sauvage. Les migrants attendaient cachés dans un bois. Ils voulaient être au plus près de la mer pour pouvoir embarquer le plus vite possible. Nous voulons vivre librement. Il ne devrait pas nous en empêcher, mais plutôt nous faciliter l'accès au Royaume-Uni. Ces femmes, ces hommes, nous ont demandé de ne pas filmer leur visage, pour que leur famille ne voit pas dans quelles conditions ils vivent. Fatima est bidoune, une minorité arabe apatride au Koweït. Dans son pays, elle n'a aucun droit. C'est pourquoi elle a décidé de partir. Je suis là pour avoir la paix et la liberté et un papier d'identité officiel. On m'a dit, il y a un pays qui s'appelle le Royaume-Uni. Pour moi, le Royaume-Uni, c'est la liberté, c'est la paix. Il donne tous les droits aux hommes et aux femmes. Donc moi, je suis en route pour cet endroit. Une fois leurs affaires empaquetées,
Les voilà de retour sur la route. Pendant quelques heures, ils vont marcher escortés par les gendarmes. Leur objectif, veiller à ce qu'aucun autre campement sauvage ne voit le jour. Alors vous allez où? On ne sait pas. On suit le groupe. Vous venez d'où? D'Afghanistan. Pourquoi avoir quitté votre pays? Les talibans sont arrivés, ils ont fermé les écoles, les universités. Nous ne pouvons pas travailler. Aujourd'hui, en Afghanistan, les femmes, les filles ne sont pas libres. Jeannette Susk, est-ce que l'Union européenne répond aujourd'hui à des personnes comme celles qu'on a entendues à l'instant dire « mais moi, je voudrais vivre librement » ? Oui, en fait, c'est la distinction entre l'immigration légale et irrégulière. En fait, il y a des motifs derrière qui renvoient quand même plutôt à une aspiration à une vie meilleure. Dans le cas de l'Afghanistan, je pense que c'est très contestable, clairement, parce qu'il y a une certaine persécution, notamment des femmes. Donc là, c'est vraiment très contesté. Mais pour d'autres, notamment, par exemple, venant de l'Afrique de l'Ouest, c'est plus cette aspiration d'une meilleure vie, des opportunités économiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se rendent plutôt dans des pays comme l'Allemagne ou la France. Il ne faut pas se voiler la face. Mais le problème, comme l'a évoqué Yves Poesco, c'est qu'il y a tout simplement relativement peu de voies légales, en fait. Et c'est ce dont on parle très, très peu. Il y a eu beaucoup de facilitations, beaucoup de réformes qui ont été entreprises aussi à l'échelle de l'Union européenne pour les travailleurs hautement qualifiés. La France a mis en place, par exemple, le Tech Visa dans le cadre de son projet French Tech. Mais à part ces programmes très, entre guillemets, sexy, pour les moyennement qualifiés et aussi les peu qualifiés, mais dont on a besoin ardemment aussi. L'horizon s'est réduit. Exactement. Et en fait, la France, on le voit très clairement, a pris un peu le chemin du marché noir, en fait. Il y a donc beaucoup de travailleurs, de facto, qui sont des personnes qui sont venues de façon irrégulière et qui travaillent, notamment dans la restauration, dans l'hôtellerie. Et si on n'avait pas ces personnes, la France aurait des manques de main-d'œuvre. Le problème, c'est qu'il y a une liste de postes qui sont en manque de main-d'œuvre et c'est même pas listé parce qu'il y a déjà tellement de migrants qui travaillent dans ces secteurs sans avoir eu un titre de séjour, donc qui ne sont pas venus de façon légale et c'est pour ça que c'est pas mis sur ces listes. Donc tout ça, c'est un problème vraiment d'ordre politique et administratif. On a vu, Yves Poesco, cette semaine ou il y a quelques jours, des images de la BBC montrant des gendarmes français à l'endroit où était tourné le reportage à l'instant, crever au cutter, au couteau, un bateau rempli de personnes qui allaient prendre la mer pour aller vers le Royaume-Uni. Voilà, ce sont ces images. On est très près des côtes françaises. On est dans des eaux très peu profondes. Londres s'est félicité de ce que les gendarmes français disant agir pour empêcher ce bateau de prendre l'eau et ses passagers de se noyer. Qu'est-ce que vous pensez de ces images ? J'étais hier sur un plateau sur une autre chaîne. Il y avait un de vos camarades reporters qui avait fait un reportage, justement. Il avait fait une traversée sur un des canaux et il expliquait très concrètement que lui, ça lui faisait froid dans le dos parce qu'il explique que ces canaux-là, une fois qu'ils sont crevés, ils deviennent tout mous. Et si vous êtes dans 50 cm d'eau, ça peut aller. Mais très rapidement, lorsque vous êtes à 1 mètre, 1 mètre 50, il y a un risque très fort de noyade. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour moi, ces images, elles évoquent l'idée qui est désormais totalement admise, y compris dans le discours politique en France et par des représentants politiques de l'arc républicain, qui disent mais oui, le contrôle aux frontières, c'est nécessairement violent. Et donc, ces images, elles attestent de l'idée que dès lors qu'il y a une frontière, le frottement que crée la frontière, il devient nécessairement violent et il l'amène à des actes de cet ordre-là. Que les policiers aient crevé cette embarcation, c'est probablement sur instruction d'eux. La réalité, c'est qu'on est là face à des comportements qui sont des comportements à risque, que l'on n'avait pas préalablement parce que précisément on savait qu'ils étaient à risque, mais désormais il y a une surenchère. Donc on va encore plus loin, on va encore plus fort, on va encore plus dur. Et donc à un moment donné, la question du contrôle des frontières n'est plus détachée de la violence quasiment légitime qui s'y passe, que ce soit en Méditerranée ou à Calais. Je voudrais revenir sur les chiffres un petit peu parce que je pense qu'ils sont extrêmement parlants.
De toutes ces personnes qu'on voit sur les embarcations de fortune qui essaient de traverser la Méditerranée, il y en a à peu près 170 000 depuis 2018 qui ont franchi le canal depuis la France ou la côte nord jusqu'au Royaume-Uni. Sur ces personnes-là, 94% ont déposé une demande d'asile au Royaume-Uni et 71% ont obtenu un statut de réfugié au Royaume-Uni. Ce qui veut donc dire que quasiment les 3/4 des personnes qui sont sur ce bateau-là risquent leur vie après probablement un périple long, difficile, extrêmement traumatique. S'ils sont passés par la Libye, je vous laisse imaginer l'enfer dans lequel ils se sont retrouvés, mais aussi sur le territoire français. Et une fois qu'ils arrivent au Royaume-Uni, on prend leur demande d'asile, on dit « Ah ben oui, madame ou monsieur, vous êtes éligible à l'asile et vous êtes éligible à la protection. » C'est ça la réalité des choses. Et donc ces images-là, elles concernent des personnes qui, pour 70 ou 75%, seront reconnues comme réfugiés au Royaume-Uni. Je voudrais, parce que le temps file, qu'on dise un mot du cas de l'Italie. On n'en a pas parlé encore. Un apparent paradoxe migratoire. Malgré la rhétorique hostile à l'immigration illégale du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, l'Italie a battu son record de naturalisation. Qu'est-ce que ça dit de cette singularité italienne ? C'est tout le paradoxe des besoins de main-d'œuvre qu'on évoquait à l'instant. C'est l'opportunisme ? C'est l'affichage politique, clairement, de la part de Meloni, de prendre en charge un peu dans cette optique de law and order, donc un homme ou une femme forte qui gère, qui contrôle la situation, et en même temps la prise de conscience qu'on a besoin de ces gens, notamment en Italie, c'est le cas bien sûr du secteur de l'agriculture qui est extrêmement importante, dans le tourisme aussi évidemment, et c'est pas une question de 500 personnes, c'est vraiment plusieurs milliers qu'il faut, tout comme aussi en Allemagne, en France. Donc, c'est vraiment des besoins de main-d'œuvre très, très considérables. Et ça va complètement à l'encontre du discours qui est le discours italien, sachant que pour l'instant, justement, quand on regarde aussi les admissions des demandeurs d'asile, l'Italie ne fait pas partie des pays qui accueillent le plus. Donc, justement, avec cette politique de laisser-passer, on a un peu cantonné ou fait porter le chapeau aux autres pays membres, alors qu'on a besoin soi-même de ces personnes. Et l'Allemagne, en fait, est en train d'en discuter de cette naturalisation, à quel point il faudrait encore renforcer les règles, sachant que le gouvernement précédent était revenu là-dessus, donc à faciliter, en fait, la naturalisation, qui était à 7 ans, qu'elle soit à 5 ans, parfois même à 3 ans, en cas de bonne intégration. Et là, le nouveau gouvernement Merz veut encore revenir dessus, donc revenir aux anciennes règles, donc que ce soit minimum 5 ans. Donc on voit vraiment à quel point ces sujets sont d'actualité et qu'il n'y a pas de solution simple, bien sûr, mais est-ce que c'est la bonne étape de dire l'intégration pour ceux qui sont bien intégrés, on le rend plus difficile? J'ai des doutes là-dessus. Yves Pascoe ? Oui, vous l'avez bien dit, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on affiche une fermeté extrêmement importante, y compris en France. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui dit mon objectif, c'est de l'ordre, quand sur cette question, on est plutôt en train de créer du désordre. Et l'autre facette de la pièce, c'est de dire qu'on a des besoins et que la régularisation en Italie ou l'ensemble des éléments qui permettent à un moment donné de répondre en fait à un besoin économique, social et démographique, elle est là. Et moi je pense en fait que la seule organisation, entre guillemets, qui avait réussi à poser probablement le cadre de la discussion, c'était les Nations Unies, notamment au moment des accords de Marrakech dont on a fêté le 5e anniversaire, qui était de considérer qu'il fallait que les États, autour de la table, puissent établir des migrations sûres, légales et ordonnées. Pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les migrations ne sont pas sûres, elles sont illégales et elles sont désordonnées. Donc il y a des manières de faire, mais encore faut-il que les États acceptent de se mettre autour de la table et regardent cette question migratoire pour la réalité qu'elle est, c'est-à-dire un fait de l'humanité, le fait que personne ne sera arrêté de prendre la route. La frontière britannique est vraiment un exemple significatif. C'est depuis le Brexit une frontière dure. On n'a jamais eu autant de personnes qui ont franchi la frontière de 20 000 pour 2025, alors qu'on a renforcé les contrôles du port, du tunnel et des plages alentours. Donc ça dit quoi? C'est que ça ne fonctionne pas?
Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, Einstein disait que la folie, c'était de répéter toujours la même chose en pensant que les choses allaient être différentes. Il faut peut-être essayer de changer de focale et de poser la question, de l'immigration légale, et deux, et vous y avez fait mention, la question de l'intégration. Moi, il se trouve que je vis en province et que la question migratoire est une question, je vis à Nantes, et que la question migratoire est une question qui intéresse toutes les métropoles françaises. Entre le discours qui est porté au mégaphone du ministère de l'Intérieur en disant que nous allons être, et y compris par le Premier ministre sur la question du grand remplacement, etc., des vagues de submersion, entre ce discours-là et les réalités locales, il y a un monde, parce que la question d'intégration, elle ne fonctionne pas toujours, mais elle ne fonctionne pas si mal que ça, pour une réalité assez simple, c'est que l'État local, les préfectures, mais aussi les collectivités et aussi les citoyens et les associations œuvrent, en fait, et les migrants eux-mêmes, évidemment, dans leur quotidien, œuvrent pour s'insérer de la manière la plus simple et la plus efficace possible dans la société. Si on avait aujourd'hui, comme on l'avait en 1945, au moment de l'après-guerre, une focale qui évalue aussi la question de l'intégration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se projette sur l'arrivée, le séjour, l'accueil et l'intégration des personnes, eh bien probablement qu'on trouverait aussi d'autres solutions que celles qui consistent aujourd'hui à fermer les frontières, enfermer les personnes dans des camps européens sous une non-fiction juridique, à les mettre en centre de rétention administrative pour des durées de 90 jours, voire même à vie si c'était possible, sans pouvoir les éloigner. Et en fait, il n'y a pas de solution sous cet angle-là. La question migratoire est une question qui est transversale, qui est complexe et qui nécessite évidemment d'être prise en compte par le ministère de l'Intérieur parce qu'il y a une question de frontières, là-dessus il n'y a pas de souci, mais c'est une question qui commence loin de nos frontières, c'est une question de politique étrangère et qui se continue longtemps sur nos territoires et ce sont des questions d'intégration, d'accès au travail, à l'emploi, à l'école, à la santé, etc. Et pour conclure d'un mot, Jeannette Susse, avec le chacun pour soi, on n'y arrivera pas, il faut travailler collectif? Non, c'est clair, il faut se concerter à l'échelle européenne, c'est d'ailleurs ce que le gouvernement fait prévaloir, c'est bien les intentions, donc il y a des échanges étroits, toujours est-il que parfois les intérêts ne sont pas les mêmes, ça c'est clair. Et voilà. À suivre donc aujourd'hui ce qui se dira entre Londres et Paris sur cette question des traversées de la Manche. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette discussion, le sujet était vaste, on a ouvert quelques portes ensemble, alors merci encore. Jeannette Susse, vous êtes chercheuse associée au comité d'études des relations franco-allemandes de l'Institut français des relations internationales. J'avais oublié la deuxième partie lors de votre présentation. Yves Pasco, spécialiste des politiques migratoires de l'Union européenne, senior advisor au European Policy Center. Merci encore. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour reprendre le fil de l'info en continu. À tout à l'heure.